Bonsoir et merci de votre fidélité. Un niveau d'info accusé d'être à l'origine de 3 attaques à la grenade à Bujumbura. Le Rwanda dément et nie toute aide aux rebelles burundais incriminés. L'une des attaques qui a eu lieu vendredi 10 mai dernier a fait au moins 38 morts. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci Charlotte, bonsoir. Le Burundi accuse son voisin rwandais d'être à l'origine de 3 attaques terroristes à la grenade sur son territoire. Mais pourquoi le Rwanda est-il pointé du doigt dans cette, ou sinon par les autorités burundaises? Il faut dire que les relations entre les deux pays n'ont jamais été véritablement de bonnes relations, et ça depuis fort longtemps. Un exemple, c'est la frontière qui tantôt est fermée du côté du Burundi, tantôt elle est ouverte. Elle est actuellement fermée parce que le Burundi reproche au Rwanda de soutenir des groupes que le Burundi considère comme des groupes terroristes, qu'on appelle dans les médias des groupes rebelles, et qui ont tendance à venir attaquer. Rappelez-vous l'attaque de l'aéroport de Bujumbura, qui avait été à l'époque revendiquée par le groupe Red Tabara, qui est très bien connu comme un groupe qui s'attaque au pouvoir de Bujumbura. Mais pour ces attaques, aussi bien le Rwanda que Red Tabara disent qu'ils ne sont pas à l'origine de ces attaques. Mais le porte-parole qui parlait au nom du gouvernement de Bujumbura a été très clair dans ses accusations en disant que c'est eux, ils sont formés, armés au niveau du Rwanda, et l'accusation était très claire et elle était également très forte. Et ces accusations burundaises contre le Rwanda sont récurrentes ces derniers mois, mais dans un contexte de fortes tensions sous-régionales, on va dire. Mais tout à fait. On n'a pas encore fini de parler du Rwanda avec la République démocratique du Congo et le M23. On parle du Rwanda encore avec Red Tabara et le Burundi. Il faudrait que Kabila, quand même, que Kagame se pose des questions par rapport à une telle situation. Parce qu'à mon avis, il faut que nos chefs d'État se rendent compte de ce qu'ils font. Des pays voisins, le minimum, c'est de faire en sorte que, de façon générale, cette solidarité, cette fraternité qui existe entre les peuples, qu'on trouve mieux au niveau des premiers responsables de chacun de ces pays. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Tout le temps, c'est un président qui accuse ce président, l'autre président contre-accuse l'autre président, on ferme les frontières. Ceux qui sont au sommet ne subissent absolument rien, alors que souvent, nos économies sont interpénétrées. Vous avez des populations qui vont souffrir pendant que des présidents sont là en train de gérer leur orgueil. Mais le pire, on parle d'unité africaine. Comment on va aller vers l'unité africaine quand entre 2 pays voisins qui ont une frontière commune, l'un est capable de préparer et de fomenter des coups contre l'autre, mais quand est-ce qu'on va avoir cette Afrique que nous voulons unie avec un seul président de la République et tous nos États qui acceptent de céder une partie de leur souveraineté à cette Union africaine que nous voulons? Mais dans ces conditions, il faut se poser des questions. Je crois qu'il faut que nos présidents également revoient leur copie, parce que pour moi, il est inadmissible qu'on soit tout le temps en situation d'accusation et de contre-accusation de tel président ou de tel autre président. Vous parlez de fermeture de frontières. Justement, pour la première fois, les frontières entre les 2 pays, le Burundi et le Rwanda, ont été fermées entre 2015 et 2022 avant une ouverture. Et depuis janvier 2024, elles sont à nouveau fermées. Quel impact ces tensions diplomatiques peuvent avoir justement sur la vie sociale entre ces pays voisins, mais surtout sur les échanges en matière d'échanges économiques? Mais tout le monde sait que dans nos pays, une bonne partie des populations vivent de ce qu'on appelle l'économie informelle, qui est l'économie dominante. Mais c'est ça qui pose le problème, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les frontières, vous avez des populations qui partent, qui viennent, qui font une économie qui n'est pas la grosse économie, ce n'est pas la macroéconomie, où parfois la fermeture des frontières peut ne pas avoir d'effet. Parce que celui-là ne passe pas par la frontière, il prend l'avion pour descendre d'un côté ou de l'autre. Mais ce sont ces populations qui vont être les principales victimes. Et ces populations ne sont jamais indemnisées quand elles subissent ce genre de conséquences. Voyez ce qui s'est passé dans notre propre sous-région avec les fermetures des frontières, mais c'est le même effet que cela produit à ce niveau également. On fait souffrir des populations qui étaient déjà dans une situation qui n'était pas du tout une situation agréable, mais ceux qui sont au sommet
fermez les frontières, faites tout ce que vous voulez, ça ne les empêche pas de continuer à fonctionner comme il se doit. Kagame était à Dakar le week-end passé, ce qui veut dire que pendant qu'on est là en train de poser des problèmes, lui, il continue en tant que président de la République à voyager, à nouer des relations diplomatiques. 6 personnes âgées de 28 et 56 ont été présentées par la presse burundaise et à la presse burundaise plutôt. Elles sont accusées donc d'être impliquées dans ces dernières attaques. Et les autorités du pays les accusent aussi de faire partie d'un réseau qui tente, ou sinon a tenté plusieurs fois, de déstabiliser le pays. Oui, il y a eu 3 attaques à la grenade. Une première, presque coordonnée quand même, presque au même moment. Une première dans une station, c'est celle qui a fait le plus grand nombre de blessés, les 38 blessés dont on parle. La seconde attaque, le représentant burundais disait que celui qui avait la grenade s'est blessé et il a été attrapé. La troisième attaque, ils ont également attrapé un certain nombre de personnes. Ce sont ces personnes qui ont été présentées. Mais bon, en tant que journaliste, on est obligé de regarder ces choses-là avec des pincettes, puisque plusieurs fois, on nous a montré des gens qu'on a accusés de ceci ou cela. Mais en tout cas, la version de Bujumbura, c'est que ces 6 personnes font partie de ceux qui ont fait pas seulement les derniers attentats, mais ils ont même fait d'autres attentats. Puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a ces attentats à la grenade contre même parfois des structures de production d'électricité, etc., sous forme de sabotage. Donc pour eux, c'est déjà une preuve, parce que des personnes ont été présentées devant la presse. Et la deuxième chose, ils disent que ces personnes ont avoué être en relation avec Red Tabara, dont je parlais tout à l'heure, qui est un groupe rebelle du Burundi, et qui disent qu'ils ont été formés, qu'ils ont été recrutés, qu'ils ont été armés par le Rwanda. Ben là, quand ça arrive là-bas, il faut qu'il y ait une source indépendante pour nous permettre de savoir où est la réalité, parce qu'on est entre accusation et quelqu'un qui dit ce n'est pas moi. Bon, ce n'est pas à nous de pouvoir juger comme ça sans pour autant avoir l'ensemble des éléments qu'il faut. Mais le résultat est exactement le même. C'est une tension supplémentaire entre le Rwanda et le Burundi, alors qu'il y a déjà suffisamment de tension dans cette zone entre le Rwanda et la RDC en particulier. Red Tabara, apparu en 2015, est accusé d'avoir mené des violences meurtrières au Burundi depuis 2015. Une attaque avait été aussi qualifiée de tentative de coup d'État. Quelle est l'origine de cette rébellion? C'est une rébellion burundaise. Ça, il faut le dire clairement. D'ailleurs, dans la réaction du Rwanda, le Rwanda insiste là-dessus en disant que le Burundi n'a qu'à régler son problème interne. Bon, si vous regardez, c'était presque la même réaction par rapport quand j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on nous avait dit par rapport à la RDC, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, que les preuves soient claires que le Rwanda est impliqué dans ce qui se passe au niveau de la RDC. Moi, ça a été le premier réflexe à mon niveau. Est-ce qu'on ne nous dit pas la même chose pour qu'on se retrouve après exactement dans la même situation? Donc c'est un groupe qui est là, qui conteste le pouvoir en place, pas celui-là déjà, parce que faut pas qu'on oublie que Ndayishimiye est venu remplacer le président qui a été emporté par le COVID. Mais ils étaient là déjà avec l'ancien président Dadae. Et ce groupe conteste le pouvoir qui est en place au niveau du Burundi et utilise la méthode forte, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont. Des attentats et tout, mais des attentats qui sont revendiqués. Je parlais tout à l'heure de l'aéroport, ils ont attaqué l'aéroport, ça a été très dur pour le pouvoir en place. On pensait même à des gens qui voulaient prendre le pouvoir, ça n'a pas finalement marché, mais ils revendiquent ces attaques. Ces attaques-ci, curieusement, ils ne les revendiquent pas et ils nient avoir une quelconque responsabilité dedans, comme le fait le Rwanda. Est-ce que c'est une stratégie entre Rwanda et alliés ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, ils n'acceptent pas de porter la responsabilité de ces jets de grenades qui ont été faits récemment dans le week-end en 3 endroits différents, mais qui ont été faits durant le mois d'avril, qui ont été faits également durant le mois précédent. D'une part, la RDC qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, de l'autre, le Burundi donc qui accuse le même pays de soutenir un réseau de rebelles. Mais comment la communauté de l'Afrique de l'Est gère-t-elle cette montée de tension dans la sous-région? Est-ce qu'on peut parler de communauté de l'Afrique de l'Est? Parce que c'est ça le problème dans cette zone. N'oublions pas que quand Kabila était là, c'était le même problème. C'est quand Tshisekedi est arrivé, il a essayé au départ de remettre les choses en place, de prendre un peu le leadership.
ça avait commencé à marcher puisqu'il y avait de très mauvaises relations entre Kabila et Kagame. Tshisekedi, à un certain moment, avait réussi, par exemple, à renouer. Même chose avec le Burundi à un certain moment. Mais finalement, on voit que on est en train de retourner à la case départ, qui fait que dans les communautés africaines, des communautés régionales, c'est une des communautés qui marche le moins parce que très souvent, il y a soit un conflit de leadership, parce que n'oublions pas qu'il y a l'Ouganda qui est à côté également avec le président Museveni. Et ça fait que souvent, de ce côté-là, on a du mal à voir la communauté prendre forme, jouer véritablement son rôle. Mais quand cette communauté est déjà malade, mais s'il y a des conflits, il va être extrêmement difficile pour cette communauté de faire quelque chose. Je crois que c'est l'Union africaine peut-être qui doit pouvoir venir à la rescousse pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais n'oublions pas que l'Union africaine est déjà dans le dossier RDC, Rwanda, M23 par l'intermédiaire du président angolais. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution. Et pire, la situation ne fait que s'aggraver. Et face aux accusations de ses homologues congolais et burundais, le président rwandais Paul Kagame a déclaré dans un discours que ces allégations sont destinées, je cite, à inciter les Rwandais à la division. À quoi fait-il référence? Oui, c'est que dans la déclaration du président Ndayishimiye, il a dit quelque chose qui a dû inquiéter Paul Kagame. Il pose le problème de la liberté des jeunes Rwandais. Quand il dénonçait, il a dit « Je sais que les jeunes Rwandais ne peuvent pas accepter d'être les prisonniers dans la région. » Alors que tout le monde sait que ce qu'on reproche à Kabila, entre autres, c'est le fait qu'il n'y a pas cette liberté, que un certain nombre de droits ne soient pas respectés au niveau du pays. Kagame a pris ça comme une sorte d'appel, parce que quand on dit qu'ils ne vont pas accepter de rester, mais eux, ils ont inversé la chose. En français facile, ça veut dire qu'on est en train d'appeler les jeunes à se révolter contre le pouvoir en place. Mais vous voyez que c'est des déclarations diplomatiques, on fait bien la phrase, mais ce que la phrase signifie est extrêmement clair. C'est une sorte d'appel du pied à la jeunesse du Rwanda pour prendre ses responsabilités et de se débarrasser de celui qui fait d'eux des prisonniers. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que Kagame craint parce qu'il sait très bien qu'il dirige ce pays avec une main de fer et qu'il y a des gens qui ne parviennent pas à exprimer leur désaccord, mais on est en train de leur ouvrir une porte, sinon une fenêtre. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les rebelles, les terroristes, ce sont de vrais problèmes pour le développement du continent. Tout à fait, c'est que la construction de nos États est encore extrêmement faible. Il faut tout simplement le reconnaître. La construction de nos nations est également extrêmement faible. Raison pour laquelle la moindre chose se traduit par une sorte de déstabilisation. Mais il faudrait qu'on construise nos États sur la base de principes, qui soient des principes clairs, qui soient des principes partagés. Parce que quand vous regardez une partie de ces rébellions, je ne cautionne pas du tout les rébellions, surtout celles qui veulent couper encore des pays africains. Moi, je trouve qu'il y en a déjà trop. Mais dans les revendications, il y a des choses qui sont pertinentes. Il faut avoir le courage de regarder ces choses pertinentes en face. On a eu un mal développement dans tous les pays africains. Aucune exception. Pendant un temps, c'était d'abord la capitale. Bon, parfois, on est allé vers la ville du président de la République. Ensuite, on a ajouté une ville. Mais quand vous regardez, il y a une bonne partie du territoire, il n'y a aucune équité en matière de développement. Ce qui fait que souvent, quand il y a un problème quelque part, c'est facile de soulever des populations qui sont déjà mécontentes de la situation qui est vécue, comparée à la situation d'autres citoyens comme eux, mais ces gens se considèrent être à la marge. Moi, je crois qu'il y a ce travail qu'il faut faire. Un développement se fait sur la base d'une équité territoriale pour que même celui qui est loin de la capitale, si on l'appelle à se rebeller par rapport à la capitale, qu'il sente qu'il fait partie de ce pays et qu'il refuse de se rebeller inutilement contre le pouvoir central. Mais quand ce n'est pas le cas, effectivement, les gens se rebellent facilement parce que vous venez tout simplement ouvrir la porte pour que les gens passent, mais tout le monde était déjà prêt à passer. C'est la porte qui avait tout simplement pas été ouverte. Merci, de Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Décryptage.